Bonjour et bienvenue à cette série d'apprentissage accompagner et intervenir auprès d'une personne atteinte de troubles neurocognitifs en contexte de pandémie COVID-19 présentée par les Sociétés Alzheimer du Québec. Mon nom est Ivani Boyd, je suis conseillère aux familles et formatrice à la Société Alzheimer Rive-Sud et il me fait plaisir aujourd'hui de vous présenter cette capsule sur la stimulation cognitive au quotidien. Donc, par stimulation cognitive, on entend l'ensemble des moyens qu'on peut prendre pour permettre d'améliorer la qualité de vie d'une personne atteinte d'un trouble neurocognitif, de préserver ses fonctions cognitives et de ralentir leur détérioration. Donc, différentes stratégies au quotidien peuvent être mises en place pour favoriser ce maintien des acquis ou pour ralentir la progression de la maladie. Donc, on verra aujourd'hui ensemble 6 différentes stratégies. Alors, la stratégie décisionnelle, la stratégie de stimulation sensorielle, la stratégie d'orientation spatiale et temporelle, la stimulation des praxies et la stimulation des myosies. Alors, pour commencer, la stratégie décisionnelle, pourquoi on l'utilise? C'est pour permettre à la personne atteinte de troubles neurocognitifs de maintenir une capacité de prendre des décisions, de faire des choix dans son quotidien, dans la mesure de ses capacités. Alors, pour permettre à la personne de faire des choix en fonction des capacités, on va restreindre d'abord le nombre de choix. Donc, pour éviter des tensions inutiles, du stress relié à un trop grand nombre de choix, alors on pourrait offrir par exemple une ou deux options. On n'obligera pas non plus la personne à prendre une décision. Alors, on va lui donner des occasions de faire des choix, mais si on sent que ça devient un peu trop stressant pour elle, on pourrait lui proposer des options de réponse parmi lesquelles elle pourra choisir ou encore acquiescer ou refuser la proposition. Alors, pour l'appliquer au quotidien, on peut penser à différents exemples. Par exemple, de permettre à la personne de choisir l'organisation de la disposition dans sa chambre, le choix d'un poste de radio ou de télévision, le choix de participer ou non à une activité. Ça pourrait être aussi le choix de ses vêtements. Alors, donner deux options différentes, la personne pourra sélectionner. Alors, voici différents exemples. Au niveau de la stimulation sensorielle, donc la deuxième stratégie qu'on peut appliquer, on va essayer d'aller stimuler les sens de la personne atteinte avec bon, des odeurs, des images, des sons, des saveurs. Puis, on peut simplement faire des rappels au niveau du quotidien. Alors, on a comme exemple ici, est-ce que Madame Lambert, vous trouvez que la soupe sent bon? Donc, on va attirer l'attention sur le sens qui pourrait être sollicité dans le moment. Pour ce qui est des précautions à prendre dans cette stratégie-là, évidemment, il faut s'assurer que la personne a tous les moyens possibles pour profiter de ses sens. Alors, s'assurer que les lunettes, les appareils dentaires, les appareils auditifs soient adéquats, fonctionnels et nettoyés, par exemple, dans le cas des lunettes. On va aussi essayer de réduire les bruits qui pourraient nuire à la concentration. Donc, on va essayer de contrôler les stimulus auxquels on va exposer la personne. Heu, Ensuite, pour les appliquer au quotidien, on va profiter de tout ce que la personne fait pour tenter d'échanger, de proposer des occasions de souligner les sens. Alors, quand on donnait l'exemple, par exemple, tout à l'heure, pendant le repas, on pourrait souligner, le sens de l'odorat, le sens du goût, pour permettre à la personne d'attirer son attention sur cet aspect-là et d'impliquer la personne dans la vie quotidienne, dans différentes activités qui peuvent stimuler les sens. Au niveau de l'orientation spatiale, on va l'utiliser pour encourager la personne à reconnaître, à utiliser ses repères dans son environnement. Donc, par exemple, d'inciter en disant, bon, voici votre chambre, sur la porte, il y a une couronne de fleurs, je crois que vous aimez les fleurs, hein, c'est bien votre chambre. Alors, on va resituer la personne dans son environnement. Les précautions à prendre dans cette stratégie-là, évidemment, on va les utiliser pour permettre à la personne d'identifier des repères dans son environnement, de ne pas la corriger si les repères sont inexacts. Donc, on va plutôt essayer d'orienter discrètement. Donc, si la personne, par exemple, ne reconnaît pas que c'est chez elle, on va la ramener à certains repères sans contredire euh, la personne sur le fait qu'elle se sente oui ou non chez elle. Pour elle, c'est son vécu. Nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est de la resituer dans cet environnement-là avec des indices et des repères. Et plus on va maintenir les mêmes points de repère, les mêmes indices, plus la personne risque de se situer dans l'environnement.
Alors, pour les appliquer au quotidien, on va suggérer que la décoration, par exemple, dans la chambre reste la même, donc de maintenir les repères en place de façon adéquate, d'accrocher à la chambre ou dans l'environnement de la personne certains items qui vont faire du sens pour elle, qui vont faire en sorte qu'elle se sente chez elle. Et on va favoriser par un accompagnement des moments d'exploration. Donc, s'il y a des endroits dans l'environnement qui sont moins familiers à la personne, on va être présent avec elle pour la familiariser graduellement à ces nouveaux environnements-là. Je pense entre autres à une personne qui arriverait, par exemple, en milieu d'hébergement. Elle pourrait avoir besoin d'un peu plus d'accompagnement pour s'orienter dans l'espace dans les premiers temps. Au niveau de l'orientation temporelle, c'est un peu comme l'orientation spatiale. Alors, on va permettre à la personne de rester en contact avec la réalité, avec les moments de la journée, avec les différents repères. Alors, par exemple, lorsqu'on va réveiller une patiente le matin, on pourrait lui dire: «Bon matin, c'est l'heure de déjeuner». Alors, la personne, on installe graduellement des repères qui peuvent lui permettre de se situer dans le temps si ces repères-là ne sont plus spontanés pour elle. Les précautions à prendre dans cette stratégie-là, on va éviter de confronter la personne. Donc, si la personne a des repères dans le passé, si elle a l'impression de vivre antérieurement, si elle réfère, par exemple, à des gens qui sont décédés ou qui ne sont plus présents dans sa vie, on va aller dans le même sens que la personne. Donc, on ne cherchera pas à contredire ou à corriger la personne. On va aussi tenter de vivre le moment présent, un jour à la fois, une heure à la fois, parfois une minute à la fois. Donc, on va vraiment prendre le temps requis avec la personne pour se situer graduellement. Une des façons de faire, ça pourrait être de fournir à la personne des outils qui pourraient lui permettre de s'orienter dans le temps. Alors, certaines personnes vont utiliser un calendrier, d'autres une horloge, d'autres personnes vont se référer, par exemple, à la date au journal pour se situer dans le temps. Évidemment, on va s'ajuster en fonction d'où se trouve la personne dans sa maladie, quelles sont ses capacités et qu'est-ce qui fait encore du sens pour elle, qu'est-ce qu'elle est encore en mesure de comprendre en termes de repères. On va aussi tenter de maintenir une routine sécurisante. Donc, plus la journée est routinière, plus la personne peut s'appuyer sur certains repères pour s'orienter dans le temps. Et on peut tenter d'établir des liens entre l'heure, le moment de la journée, l'activité. Donc, quand on donnait l'exemple tout à l'heure, bon matin, c'est l'heure de déjeuner. Alors, peut-être que le déjeuner est quelque chose d'associé au matin pour la patiente et lui permettra de se remettre en perspective. Au niveau de la stimulation des praxis, donc notre cinquième stratégie, une praxis, tout d'abord, c'est la capacité d'une personne à exécuter des gestes connus, concrets et symboliques. Donc, de planter un clou, de faire le signe de croix. Ça peut être aussi très concret au niveau du quotidien, par exemple, d'utiliser des ustensiles, de pouvoir s'habiller, de pouvoir s'exprimer correctement. Alors, on va utiliser la stimulation de ces praxis-là pour encourager la personne à utiliser les capacités qu'elle a encore, donc à manipuler des objets et à effectuer des gestes. Alors, si on sait, par exemple, que la personne a de la difficulté avec les boutons, peut-être qu'on pourrait choisir des vêtements avec plutôt une fermeture éclair, un velcro, quelque chose qui nécessite juste de l'enfilage pour qu'elle puisse encore participer aux étapes de cette activité-là, mais de façon simplifiée. Alors, on peut aussi guider, orienter la personne quand on parle de gestes symboliques, par exemple de saluer de la main quelqu'un. Alors, on pourrait dire à la personne, bon, votre fille quitte, est-ce que vous voulez la saluer? Et nous-mêmes, en envoyant la main, la personne pourrait imiter le geste et maintenir cette capacité-là. Au niveau des précautions à prendre, ça va être beaucoup plus facile d'appliquer cette stratégie-là si on segmente l'activité en petites parties. Donc, une tâche qui peut nous paraître simple, pour une personne atteinte, peut être plus complexe. Donc, l'habillage, par exemple, pour une personne atteinte en stade un peu plus avancé, même le fait d'avoir ses vêtements disponibles pourrait ne pas être suffisant. La personne pourrait quand même être embêtée à savoir comment je gère tout ça. Donc, on va vraiment décortiquer, alors de mettre le chandail, d'enfiler les pantalons. Et on peut même aller plus loin. Si la personne, par exemple, n'est pas capable de passer les pantalons à la cheville, on pourrait faire cette portion-là, mais inviter la personne à remonter le pantalon, par exemple. Donc, toujours dans le respect des capacités de la personne. On va aussi lui offrir un nombre minimal d'objets.
Donc, plus on simplifie une tâche, moins on la complique en ajoutant trop d'éléments qui ne sont pas utiles à la tâche. On risque d'éviter comme ça de la confusion et permettre à la personne d'avoir un succès dans la réalisation d'une tâche ou d'une activité. Alors, souvent, on va aider la personne à faire la première étape de la série de gestes pour enclencher. Alors, quand on donnait l'exemple d'enfiler le pantalon au niveau des chevilles, une fois que la personne a les pantalons enfilés, elle pourrait avoir le réflexe de les ajuster ou de les remonter. On va donner aussi des routines adaptées aux capacités de la personne. Donc, ce qu'elle n'est pas en mesure de faire, on le compensera. Par contre, on va essayer de respecter toutes les petites choses, les petites étapes qu'elle est encore capable de faire, de l'encourager à stimuler cette capacité-là et la maintenir. Et le fait d'imiter le geste. Donc, si nous-mêmes, on montre ce qu'on attend, donc de ne pas simplement dire « il faudrait remonter votre pantalon », mais on pourrait aussi le mimer pour que la personne nous voie et reproduise le geste. Au niveau de la stimulation des gnosies, donc notre dernière stratégie de stimulation cognitive au quotidien, quand on parle de gnosie, on parle de la connaissance du monde, donc de reconnaître un objet, son utilité, sa fonction, et de reconnaître un mot, le sens du mot. Alors, on va utiliser la stimulation de ça pour permettre à la personne de continuer de reconnaître les gens qui l'entourent, les objets, les parties de son corps, donc tout ce qui peut être utile au quotidien. Alors, on va orienter. Par exemple, pendant la douche, on pourrait donner à la personne les objets nécessaires en disant, bon, c'est l'heure de la douche, voici le savon, voici l'éponge, et la personne va associer le mot à l'objet. Alors, pour ce qui est des précautions à prendre dans cette stratégie-là, on va d'abord, évidemment, pour nous faciliter l'accompagnement, vérifier, par exemple, est-ce que la personne est droitière ou gauchère. Si on met l'objet dans la main que la personne est habituée d'utiliser, on a évidemment plus de chances de succès. De s'assurer aussi qu'il n'y a pas de problème au niveau de la vue, de l'ouïe, parce que parfois on pourrait mal interpréter une difficulté. On penserait que c'est parce que la personne ne comprend pas, mais peut-être que c'est parce qu'elle n'a pas bien entendu la consigne ou peut-être que c'est parce qu'elle ne voit pas bien et peut difficilement, dans ce cas-là, accomplir ce qu'on attend d'elle. On va aussi essayer d'utiliser les objets qui sont les plus familiers pour la personne. Alors, par exemple, quelqu'un qui pourrait avoir de la difficulté à utiliser une fourchette, si on est en mesure de privilégier la cuillère, qui est quelque chose de plus facile d'utilisation que la personne reconnaît mieux, on va tenter de le faire. Alors, on va profiter de chaque contact avec la personne pour tenter de stimuler ces capacités-là. Donc, en échangeant avec elle, si par exemple la personne utilise un mauvais mot pour désigner quelque chose, donc qu'elle attribue mal ou que le mot est trop général, donc on peut penser par exemple quelqu'un qui ne saurait plus s'il s'agit d'un chat ou d'un chien va dire l'animal, la chose. Alors, on ne corrigera pas encore une fois la personne, mais on pourrait nous-mêmes utiliser le bon mot dans la discussion, de dire « Ah, effectivement, il est beau le chat ». Et là, on redonne à la personne finalement le mot qui ne lui était peut-être pas accessible au moment où elle a voulu l'exprimer. Et ça fera en sorte qu'elle se sentira peut-être plus comprise dans son expression. Alors voilà, c'était une petite capsule sur les stratégies de stimulation cognitive au quotidien. Évidemment, on n'a pas toujours le temps de s'assurer de faire des activités complètes avec la personne, mais comme on l'a nommé, d'utiliser chaque petit moment du quotidien pour garder la personne stimulée, pour continuer qu'elle participe à son quotidien, c'est important. Alors, ça fait le tour pour ce thème-là. Si vous souhaitez avoir plus d'informations, il existe d'autres capsules dans cette série d'apprentissage avec différents thèmes que vous pouvez consulter. Vous pouvez aussi consulter le site de la Fédération québécoise des sociétés Alzheimer et vous pouvez nous écrire à info@alzheimerquebec.ca. Et je vous rappelle que les 20 sociétés Alzheimer sont là pour répondre à vos questions et peut-être voir avec vous des pistes d'intervention au besoin. Alors, je vous remercie pour votre participation